15 heures, c'est l'heure de votre journal, Madame, Messieurs, bonjour. Tout de suite, les titres de cette édition. Le chef de l'État félicite son homologue éthiopienne à l'occasion de la fête nationale. Tracer l'avenir économique de l'Afrique, le ministre des Finances participe à l'Assemblée annuelle de la BAD. Et à l'international, des milliers de Palestiniens en fuite face à la violence croissante. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé ses chaleureuses félicitations à la présidente Sahle-Work Zewde et au peuple éthiopien à l'occasion de leur fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer notre solidarité et notre fraternité avec la nation sœur de l'Éthiopie, a écrit le président Guelleh dans son télégramme de félicitations. Il a souligné son espoir pour le développement continu de l'Éthiopie, mettant en avant l'histoire, la culture et le destin économique commun entre les deux pays. Soyez assurée, Madame la Présidente, que le peuple et le gouvernement de Djibouti fourniront toujours la coopération nécessaire pour renforcer nos relations exceptionnelles qui servent de modèle pour l'ensemble du continent, a ajouté le président Guelleh, réitérant ses meilleurs vœux à tout le peuple éthiopien, nos frères et amis. Et un message similaire a également été envoyé au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Autre message de félicitations, le président de la République a également adressé un message de félicitations à son homologue azerbaïdjanais. Le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Je forme le feu davantage de bien-être et de progrès au peuple frère d'Azerbaïdjan, a écrit le président Guelleh dans ce message, où il a mis amplement à profit aussi pour saluer les nombreux efforts entrepris en vue du développement de ce pays. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur azerbaïdjanaise. Dans le même télégramme, noté le chef de l'État réitérant la détermination de notre pays à œuvrer aux côtés de l'Azerbaïdjan pour le renforcement de la paix et de la stabilité dans le monde. À la une également, le Kenyatta International Convention Center de Nairobi au Kenya a accueilli depuis le lundi 27 mai la 59e édition des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Cet événement majeur consacré à faire le bilan de l'année écoulée et tracer les sillons de l'avenir a été marqué par une cérémonie d'ouverture de haut niveau hier. La cérémonie a rassemblé de nombreux chefs d'État africains, dont ceux du Kenya, de la Somalie, du Congo, du Lesotho, du Zimbabwe et de la Namibie, ainsi que des personnalités venues des 4 coins du monde. La République de Djibouti a été représentée par le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Douale, accompagné du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, et de l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, M. Yassine El-Mibah. Le thème central de cette édition a été la transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale. Au-delà de ce sujet, les discussions ont abordé des questions d'actualité telles que la célébration du 60e anniversaire de la banque et la succession de l'actuel président de la BAD dont le second mandat se termine en 2025. Le président du Kenya, William Ruto, a souligné que ces assemblées annuelles intervenaient à un moment crucial pour le développement de l'Afrique. Il a évoqué la forte adhésion des nations africaines de l'agenda 2063 de l'Union africaine, témoignant d'une intention collective de transformation radicale des économies africaines et de réalisation des objectifs de développement durable. Il a toutefois mis en exergue les défis posés par une architecture financière mondiale mal alignée avec les aspirations africaines. L'architecture financière préconisée pour l'Afrique devrait intégrer les problèmes de développement les plus difficiles du continent, notamment la durabilité de la dette et les vulnérabilités climatiques, afin de permettre la réalisation des ODD et des engagements de l'agenda 2063, a-t-il estimé. Cette 59e assemblée annuelle de la BAD et la 50e anniversaire du Fonds africain de développement ont offert une plateforme pour discuter de la réforme de l'architecture financière mondiale, de la vision de la banque à 60 ans
et des stratégies de financement nécessaires pour la transformation de l'Afrique dans un contexte financier mondial en mutation. Ces réformes ont été d'autant plus urgentes que l'Afrique aura besoin de 13 000 milliards de dollars par an pour atteindre des ODD d'ici 2030. Les gouverneurs de la banque ont donc partagé leurs expériences sur les progrès réalisés, les principaux obstacles rencontrés et les réformes entreprises pour les surmonter. Ils ont également discuté de l'impact du système financier mondial annuel sur le financement de leur ambition de transformation structurelle et des réformes proposées pour l'architecture financière internationale. Et ces travaux des assemblées annuelles de la BAD, qui vont se poursuivre jusqu'au 31, donc demain, vont annoncer comme une étape cruciale pour tracer la voie de l'avenir économique du continent. Une délégation conduite par l'ambassadeur de la République de Djibouti au Caire et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Ali Bareh, ainsi que Mme Mouna Younis Hosh, directrice de la coopération internationale, M. Omar Idriss Farah, premier conseiller de l'ambassade de Djibouti à Pékin, et Mme Hodan Moussa Ahmed, sous-directrice à la direction donc, du monde arabe, a préparé aux travaux de la 10e séance de la conférence de la coopération sino-arabe qui s'est tenue, qui se tient aujourd'hui à Pékin. Le président chinois Xi Jinping ainsi que plusieurs chefs d'État et de gouvernement, tels que le roi du Bahreïn, le président égyptien, le président tunisien, ont prononcé des discours lors de la séance d'ouverture de cet important événement. Eh bien, la présence de ces chefs d'État à cette conférence ministérielle témoigne de l'importance que les pays arabes accordent à ce partenariat stratégique avec la Chine. Sous la houlette du ministère de l'Intérieur, sous la houlette du ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, le NARS et le HCR ont procédé ce matin au Palais du Peuple à l'atelier de coordination du cadre d'action globale pour les réfugiés. L'atelier donc a débuté avec la présentation sur les derniers développements du Forum mondial sur les réfugiés de 2023 concernant Djibouti. Il s'agit à travers cette présentation de mettre en avant l'engagement du GRF de Djibouti quant aux efforts menés pour l'inclusion donc des réfugiés dans les systèmes et enquêtes statistiques nationaux. Il a été également question de souligner le rôle crucial que le projet a joué dans ses actions susceptibles de renforcer et promouvoir la question du réfugié. Eh bien, cette réunion marque une étape cruciale pour les acteurs des institutions publiques et privées de Djibouti qui réaffirment à travers cet atelier une forte volonté politique et l'engagement de tout à chacun d'optimiser leurs efforts pour une vie plus ample et plus réussie aux réfugiés. Notre engagement à la cause des réfugiés et de notre volonté à travailler ensemble aux défis complexes et variés auxquels nous sommes confrontés dans le processus d'inclusion en République de Djibouti. Après les premières rencontres en 2023, où nous avons eu l'opportunité d'entamer les échanges sur la problématique d'inclusion et consacrer une bonne partie de notre agenda à préparer le Forum global pour les réfugiés de décembre 2023, il nous a paru logique de tenir cette réunion pour une restitution des points saillants retenus au cours de ce forum où la délégation de Djibouti a été conduite par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur lui-même. Écoutons un extrait du discours du secrétaire exécutif par intérim de l'ONARS, M. Mohamed Ali Kamil. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'ouverture de cette réunion de coordination du CRF, placée sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur, Son Excellence M. Saïd Nouh Hassan. Nous sommes ici rassemblés pour discuter de la nécessité d'améliorer la coordination et de développer une stratégie solide pour rendre efficaces nos actions sur le terrain. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients des défis majeurs auxquels nous faisons face. Notre coordination est défectueuse et conduit souvent à des inefficacités, affectant directement les conditions de vie des réfugiés et notre capacité
à honorer nos engagements nationaux et internationaux. Il est donc impératif que nous adoptions une approche plus cohérente et intégrée. Cette réunion a pour but principal de pallier à ces lacunes en coordination. Nous devons établir des mécanismes clairs et efficaces de collaboration entre toutes les parties prenantes, y compris les ministères, les organisations non gouvernementales, les agences internationales et les communautés d'accueil. Une approche synchronisée est essentielle pour maximiser l'impact de nos actions et ressources. Mesdames et messieurs, nous atteindrons nos objectifs et mettre en œuvre les engagements pris par le gouvernement lors du Forum mondial sur les réfugiés. Le soutien des bailleurs de fonds est indispensable. Votre appui est vital pour développer des approches multisectorielles visant à éviter les besoins humanitaires, à réduire l'impact des échos, des chocs économiques et climatiques. Et voici à présent le mot du ministre de l'Intérieur, M. Saïd Hassan. Djibouti a toujours été un exemple de générosité et de solidarité envers les réfugiés. Cependant, la tâche qui nous incombe est immense, surtout en ces temps difficiles où les ressources financières sont limitées. Nous devons non seulement honorer les engagements pris lors du Forum mondial sur les réfugiés, mais également aussi garantir que nos actions répondent efficacement aux besoins des réfugiés et des communautés hôtes. Bien sûr, la mise en œuvre réussie de nos engagements nécessite une coordination étroite entre les différents ministères sectoriels et les partenaires internationaux. Cette réunion que nous tenons aujourd'hui est cruciale pour réaffirmer notre volonté collective d'optimiser nos efforts et de maximiser l'impact de nos initiatives. Comme vous le savez, la situation des réfugiés exige une réponse concertée et intégrée, impliquant la coopération de tout le monde, qu'ils soient gouvernementaux ou internationaux, ou que ce soit la société civile. C'est pour cela qu'ensemble, nous devons identifier les lacunes actuelles, partager les meilleures pratiques et coordonner nos ressources afin de répondre aux besoins urgents des réfugiés et des communautés hôtes. Je voudrais au passage souligner, bien sûr, les nerfs de la guerre, l'appui financier et technique de nos partenaires internationaux. Dans l'actualité également, en poursuivant son programme d'inclusion professionnelle, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé une cérémonie aujourd'hui pour officialiser l'affectation des personnes vivant avec handicap au ministère de l'Intérieur. La cérémonie donc a vu la participation a été marquée par la présence du ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, qui a accueilli les nouveaux employés avec enthousiasme. Les postes attribués touchent divers domaines liés à la sécurité, à l'administration et aux services publics, offrant aux jeunes bénéficiaires des opportunités de contribuer de manière significative à ces secteurs vitaux pour l'avenir du pays. Eh bien, les bénéficiaires, tout en exprimant leur gratitude, ont manifesté leur volonté de contribuer activement à leur nouvelle fonction. Le directeur général de la NPH, M. Douali Saïd Mohamed, a partagé son optimisme quant à l'impact des initiatives d'inclusion professionnelle. Il a souligné le rôle crucial de chaque ministère participant à ce programme dans l'intégration des personnes handicapées. En particulier, il a noté que le ministère de l'Intérieur offre une plateforme idéale pour démontrer les capacités et l'engagement des jeunes bénéficiaires. Écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Intérieur. C'est un moment très important et comme il a déjà dit le directeur général de l'ANPH, le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère, comment on appelle ça, dans son essence sociale, ou comment on appelle ça, qui a au centre toute l'administration donc du gouvernement, que ce soit donc au niveau de la sécurité, mais également aussi au niveau de la nationalité,
mais que ce soit également aussi au niveau donc, de l'administration pour tout autre, comment on appelle, document administratif. Et il est important que dans tous ces départements, il y ait effectivement des personnes qui soient prépositionnées pour pouvoir accueillir cette population qui souffre d'un handicap. Mais pour ce département du ministère de l'Intérieur, il y a un an, nous avions déjà, parce que cette politique du président, le président a voulu effectivement donc octroyer, nous a exhorté à ce qu'on puisse octroyer 150 postes pour les personnes à besoins spéciaux. Yes. Notre département avait déjà appliqué cela, mais bien avant ces 150 postes, nous avions déjà, il y a un an, engagé des gens. Voilà. Et je pense que ces gens-là, donc leur dossier a bien évolué. Et donc pour dire que ce n'est pas la première fois, effectivement, que nous mettons en œuvre la politique du président de la République. L'Agence nationale des personnes handicapées continue donc de promouvoir l'inclusion professionnelle avec une autre cérémonie aujourd'hui officialisant l'affectation des personnes handicapées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre Nabil Mohamed Ahmed qui a chaleureusement accueilli les nouveaux employés. Les postes attribués concernent divers domaines liés à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'administration, offrant aux jeunes bénéficiaires des opportunités de contribuer significativement à ces secteurs cruciaux pour l'avenir du pays. Les candidats ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de leur potentiel à apporter une valeur ajoutée au ministère. Le directeur général de l'ANPH a exprimé son optimisme quant à l'impact des efforts d'inclusion professionnelle. Il a souligné le rôle crucial de chaque ministère qui participe dans l'intégration des personnes handicapées. Dans son allocution, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a souligné l'importance de cette initiative en affirmant qu'elle démontre l'engagement du gouvernement en faveur de l'égalité des chances et de la valorisation des compétences de tous. On l'écoute. Je vous féliciter, monsieur le directeur de l'ANPH, mon frère Doualé, pour le travail que vous avez fait, pour également le soutien que vous apportez à la politique du président de la République qui a mis la problématique, je dirais, du handicap, de l'insertion des personnes en situation d'handicap, faire que nos citoyens puissent également être des citoyens à part entière, notamment à travers cette action aujourd'hui de placer 150 personnes en situation de handicap dans les différents ministères. Nous avons l'honneur aujourd'hui et la joie d'accueillir 5 des 150 personnes que nous allons également affecter dans le ministère, mais également dans les différentes institutions, comme le Centre d'études et de recherche de Djibouti, l'Institut des sciences de la santé et l'Université de Djibouti. C'est également leur donner l'opportunité d'évoluer dans leur capacité de rendre service, mais également de travailler et d'évoluer également dans leur connaissance et l'appréciation du travail. Encore une fois, je ne peux que féliciter le président de la République, vous féliciter, M. Doualé, d'accompagner la politique du président de la République. Et je sais le travail que vous faites, un travail formidable qui mérite vraiment respect. Et Inch'Allah, je souhaite aux 5 personnes qui sont affectées aujourd'hui au ministère de l'Enseignement supérieur que nous allons placer un grand succès et une réussite dans leur travail, Inch'Allah. Sous le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nabil Mohamed Ahmed, l'Institut africain de Djibouti a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise des diplômes au Palais du Peuple. L'événement s'est déroulé en présence notamment du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, et du ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, le président de l'Institut africain de Djibouti et de son directeur général, ainsi que des nombreux diplomates et des représentants d'organisations non gouvernementales. Pendant cet événement, les participants ont suivi la prestation du groupe de danse folklorique de Shalma Kaïsé qui a chauffé la salle par un rythme soutenu de notre tradition. Depuis son inauguration, l'Institut offre des services éducatifs de haute qualité visant à former des étudiants et étudiantes qualifiés et spécialisés dans divers domaines, contribuant ainsi à répondre aux besoins de la société dans diverses spécialités techniques.
Les diplômés de l'Institut africain de Djibouti, l'IAD, sont très recherchés sur le marché du travail en raison de leur formation spécialisée et des compétences avancées qu'ils possèdent. Grâce aux bases pédagogues donc solides acquises et à l'expérience pratique obtenue au cours de leur programme d'études, ils réussissent à trouver une variété d'opportunités professionnelles dans divers secteurs technologiques. À cet égard, l'IAD a procédé à la remise de diplômes à 2 promotions, celle de l'année 2022-2023 et de 2023-2024. Et lauréat du campus Alice Bié a été sans doute le moment historique de cette cérémonie. Merci à Dessau et à tous les artistes qui sont venus. Alors que l'année scolaire touche à sa fin, les élèves de 12e année de l'École internationale d'Afrique, l'ISA, de Djibouti, ont célébré hier leur victoire lors d'une compétition internationale qui s'est tenue à Dubaï. Ces élèves ont eu l'honneur de représenter avec fierté la République de Djibouti. Il est à noter que ces élèves font tous partie du programme MUN, modèle des Nations Unies, qui vise à développer l'esprit et la perspective des étudiants, les préparant à une participation active dans un monde complexe et interconnecté en s'engageant dans des débats diplomatiques. Nous avons eu l'honneur d'assister à notre premier concours en personne où nous représentons notre communauté djiboutienne à Dubaï. Nous sommes enthousiasmés par les opportunités et impatients d'étendre notre prochaine année scolaire à l'étranger, a déclaré. Une expérience magnifique parce que on part là-bas avec du stress et de l'anxiété, on revient là-bas avec de l'expérience et plus d'amis. Et aussi en tant que président du MUN dans mon école à ISA, c'était un honneur pour moi de partir là-bas. Et j'espère continuer cette expérience même à l'université l'année prochaine quand je partirai au Canada, Inch'Allah. Dans l'actualité également, donc une cérémonie de clôture d'unités de sauvetage, d'appui et de recherche a été présidée par le Ce matin, une délégation dirigée par la secrétaire générale du secrétariat d'État chargée des sports, Mme Khadija Ibrahim Idriss, s'est rendue sur l'île Moucha pour une inspection minutieuse en vue de l'organisation prochaine du jeu La Grande Chasse au Trésor. Accompagnée du directeur et des cadres du département, l'équipe a entrepris un examen approfondi du site. Ils ont délimité l'espace de jeu, identifié et marqué les emplacements où se dérouleront les différentes épreuves. Cette préparation rigoureuse est essentielle pour assurer le bon déroulement de l'événement et garantir la sécurité des participants. Eh bien, il faut noter que la grande chasse au trésor prévue pour le samedi 8 juin prochain s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 20 ans. Eh bien, ces derniers seront regroupés en équipes et devront relever divers défis pour découvrir le trésor caché. L'objectif de cette initiative est de promouvoir l'activité physique et l'esprit d'aventure parmi les jeunes. Eh bien, le rendez-vous est donc pris pour le 8 juin, une journée qui promet d'être riche en émotions et en découvertes pour tous les jeunes aventuriers.
Autre information, une cérémonie de clôture de formation d'unités de sauvetage, d'appui et de recherche a été présidée par le colonel Mahmoud Moussa, directeur national de la protection civile. Cette formation a été dispensée durant une période de 2 semaines pour créer la première unité spécialisée en sauvetage, d'appui et de recherche des sapeurs-pompiers de Djibouti. Désormais, ces spécialistes ont les compétences et les connaissances nécessaires à procéder à des opérations de recherche de personnes piégées dans des environnements instables ou présentant de risques trop importants pour les primo-intervenants non spécialistes. Procéder à des opérations de percement et de découpe pour lesquelles les moyens des engins communs sont insuffisants. Procéder à des opérations de sécurisation, de levage ou de déplacement de charges dans différents milieux. Mettre en œuvre les techniques de sauvetage de victimes ou de personnes bloquées au moyen de manœuvres spécifiques jusqu'à leur prise en charge par le vecteur le plus adopté. Après ce minutieux parcours de formation, les spécialistes en unité de sauvetage, d'appui et de recherche sont désormais prêts à assumer et à combler leurs tâches dans toutes les interventions qui feront l'objet d'interpellations d'une unité de sauvetage, d'appui et de recherche. Pour la direction de la protection civile, au profit toujours des populations qui vivent à Djibouti. Et je remercie très sincèrement nos 2 experts qui sont venus du SDIS du Doubs. L'un des 2 est revenu, effectivement. Quand on revient à Djibouti, c'est que voilà, vraiment on est djiboutien. Merci beaucoup pour votre formation au profit de 5 chefs d'équipe et de 23 équipiers. C'est vraiment une très belle capacité que nous mettons en œuvre aujourd'hui à la protection civile. Écoutons cette fois l'intervention du colonel Mahmoud Moussa, directeur national de la protection civile. Cette fin de formation a vu la création de l'unité de sauvetage, d'appui et de recherche qui constituera à pouvoir aller sauver les gens en cas de tremblement de terre. C'est une première équipe qui va être formée. C'est une première pour vous en tant qu'officier et sous-officier. Le SD est une chose qui me tient énormément cher parce que sachez qu'à Djibouti, nous nous trouvons dans une faille sismique et que nous ne sommes pas et nous ne serons jamais au courant le jour où il adviendra qu'un tremblement de terre serait à Djibouti. Donc, il faudrait que vous soyez prêts. Les acquis que vous avez aujourd'hui, j'espère que vous allez le transmettre en tant qu'officier, en tant que sous-officier et homme durant à vos staffs dans vos différentes casernes. Je finirai en vous disant mes félicitations. Je crois que toutes les personnes ici présentes, officiers, sous-officiers et hommes durant, ont réussi parfaitement. C'est tout un honneur qui nous revient à nous en tant que direction de la protection civile et à vous. Je remercie tout en quittant toutes ces formations, si elles sont faites, si elles sont réalisées, si des staffs nous viennent directement de la France en collaboration avec la coopération française, c'est d'abord grâce au colonel Le Goff ici présent qui est l'attaché de la sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France. Et voici quelques réactions recueillies par nos équipes sur place. 15 jours afin de former 24 équipiers et 5 chefs d'unité pour la formation USAR, unité de sauvetage, d'appui et de recherche. Donc en cas de, par exemple, catastrophe naturelle de type séisme et bien d'autres choses que notre spécialité peut être amenée à intervenir ici, dans le pays. Alors d'après les propos du colonel Mahmoud, nous allons lister du matériel qui pourrait être acheté par le pays pour que cette formation puisse prendre encore plus d'ampleur et que dans le futur, une formation encore d'une 20aine d'équipiers puisse être faite dans le pays. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les produits illicites, les équipes mobiles de la douane du PK51, en collaboration avec l'armée blindée de Damelchuk, ont intercepté une saisie de contrebande. Ces derniers ont intercepté 27 colis de 4. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau de manière décisive. La contrebande donc de 4 en particulier représente une menace sérieuse pour l'économie nationale.
Toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la brigade de la douane de Tadjoura, présidée par Ismaël Ali Chidé, ont saisi une importante quantité de canne de 75 kilos dans la sous-préfecture de Dora, en collaboration avec l'armée et la police de la région. Les moyens de transport contre la contrebande ont été donc saisis. Les contrebandiers ont pris donc la fuite. Le directeur général de la douane, Goulet Ahmed Youssouf, a félicité tous les collaborateurs des forces armées nationales de la région, présidés par le colonel-major Ali Chehem, et la police de Tadjoura et les agents de la douane de Tadjoura. Je vous le disais en titre à l'international, des milliers de personnes fuient la ville de Rafah dans la bande de Gaza alors qu'Israël intensifie son offensive dans le sud de la bande de Gaza. Eh bien, l'armée israélienne a déclaré hier qu'elle avait pris le contrôle d'un corridor stratégique qui longe la frontière de Gaza avec l'Égypte. Cette décision intervient alors qu'Israël a intensifié son incursion dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Eh bien, au cours de ces 3 dernières semaines, l'offensive israélienne à Rafah a poussé près d'1 million de Palestiniens à fuir la ville méridionale de Gaza. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.